Tout d'abord, la souveraineté, qu'est-ce que c'est? Florian Philippot, est-ce que vous pouvez nous répondre en premier là-dessus? La souveraineté, c'est... Quelle est la définition que vous donnez à ce concept? D'abord, je voudrais dire un grand merci. Grand merci à toute l'équipe de Bistro Liberté pour l'organisation de cette émission. Parce que c'est vraiment, je crois que c'est une première d'avoir réussi comme ça à mettre des gens de différents partis, différentes tendances autour de la table. Et je trouve que c'est extrêmement bien. Je regrette qu'il y ait des absents et des gens qui refusaient, bien évidemment. Mais c'est une bonne initiative. Alors, souveraineté, souveraineté, c'est souverain. Ça vient de là, c'est le souverain. Donc c'est assez simple pour moi. La souveraineté, c'est celui qui a la souveraineté, c'est celui qui décide en dernier ressort. La souveraineté nationale, c'est la capacité qu'a un pays ou pas, s'il a la souveraineté nationale, il a la capacité de maîtriser son destin, de décider quelle politique il souhaite mener ou pas dans différents domaines. Après, on peut rentrer dans le détail, mais enfin voilà, c'est tout, c'est assez simple. C'est pour cela que, par principe, vous ne pouvez pas avoir dans un même pays, pour un même peuple, deux souverainetés en même temps. C'est ça que je le dis directement d'emblée. Quand Macron nous parle de souveraineté nationale et de souveraineté européenne, il y a un problème. Il y a évidemment un problème. C'est évidemment une entourloupe. Il y en a une qui efface l'autre. Et en l'occurrence, c'est la souveraineté européenne, entre guillemets, qui est là pour effacer la souveraineté nationale. C'est absurde d'ailleurs de parler de souveraineté européenne, non? C'est absolument absurde, c'est plus que ça, c'est vicieux. Parce que ça permet quand même de dire le mot souveraineté, ce qui va sonner agréablement à l'oreille de certains, mais pour l'effacer en fait, pour mieux l'effacer, parce que souveraineté européenne n'est pas possible, il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas d'instance démocratique européenne par définition représentative d'un peuple qui n'existe pas. Donc si vous donnez le pouvoir à une pseudo-souveraineté européenne, en fait vous la donnez à des gens qui ne sont pas élus, qui ne représentent que des lobbies et qui n'ont pas de légitimité. Et donc c'est extrêmement dangereux. Donc c'est non seulement une arnaque, mais c'est très vicieux. Parce que par contre, ça détruit dans le même temps la vraie souveraineté, c'est-à-dire celle des nations, celle des peuples. Je voudrais revenir sur votre question initiale parce qu'elle me paraissait importante. Je ne pensais pas, quand il y a 30 ans, j'ai commencé à m'engager en politique, que je devrais un jour passer le plus clair de mon temps à défendre des libertés individuelles ou publiques qui me paraissaient être garanties par notre culture, nos traditions, notre organisation politique et nos textes fondamentaux. Or, c'est arrivé. Ça a commencé en fait avec le post-Bataclan. J'ai été chargé par la commission des lois de l'Assemblée à l'époque, dont j'étais vice-président, d'être le rapporteur et de surveiller l'action de l'État pendant l'état d'urgence. Et vous vous souvenez que le président Hollande avait décrété un état d'urgence de 12 jours, comme la Constitution lui en donne le droit, et qu'à partir du 13e jour, il fallait la validation du Parlement pour prolonger une durée maximale de 3 mois. J'ai voté la première prolongation de 3 mois, j'ai refusé de voter toutes les autres prolongations. Parce que c'est à ce moment-là, dans l'histoire récente de notre pays, que s'est instillé cette espèce de virus qui dit qu'au fond, on peut durablement renoncer à des libertés fondamentales à partir du moment où il s'agit de protéger notre sécurité. Et c'est un débat qui mérite d'exister, il est évident que bon. Mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où on confie, parce que c'est ça l'état d'urgence, on confie aux autorités de l'État le soin de sanctionner des gens, de restreindre leur liberté sans décision de justice, on peut le faire sur une période courte. Lorsque les perquisitions, les assignations à résidence, le fait d'aller coxer les méchants le justifient. Mais je voyais bien, comme rapporteur du contrôle de l'état d'urgence, qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, les policiers avaient fait leur travail. Ils nous disaient eux-mêmes, tous ceux qu'on a dû coxer, on les a coxés, les perquisitions qu'on devait faire, on les a faites. Et puis après, ils se sont réorganisés parce qu'ils ne sont pas fous, personne ne les attend. Donc au bout de 2 mois et demi, cet état d'urgence ne servait plus à rien. Mais on l'a maintenu. La différence qu'on a, c'est une question de souverainiste de gauche et de souverainiste de droite, en fait. Tout simplement. C'est plutôt une question gauche-droite qui nous sépare. Mais la notion d'ailleurs de souverainisme, elle n'est pas une notion de droite plutôt aujourd'hui? Non, aujourd'hui, dans le paysage politique actuel, peut-être, mais je ne le pense pas au départ. Mais juste sur ce point-là, en fait, je pense que la différence qu'on a, et c'est ce que moi je reproche à Zemmour, c'est de ne pas faire l'historique des causes dont vous déplorez les effets. C'est-à-dire cette immigration-là, vous n'en faites pas l'historique. Et c'est normal, parce que quand on fait l'historique des responsables et des politiques, on tombe précisément sur les responsables et les politiques que défend, en fait, à mon sens, en tout cas, Éric Zemmour. J'explique rapidement. Si je ne me plante pas, et je l'ai vu le dire à la télé, je pense que c'est son projet politique, Éric Zemmour souhaite la réconciliation de la bourgeoisie patriote avec le prolétariat blanc.
c'est-à-dire, et je l'avais dit chez toi, et je vais le dire de façon un peu crue, de gens qui n'existent pas avec des gens à qui ils ne parlent pas. Parce que, la bourgeoisie patriote n'existe plus en France, et en tout cas, je reprendrai De Gaulle, elle n'existe plus en France depuis 1870, allez, soyons plus gentils, de façon indiscutable depuis les années 80. Et des gens à qui ils ne parlent pas, parce que je ne crois pas qu'on puisse aller à la pêche au prolo avec le programme économique de François Fillon. Et si je parle d'histoire, c'est que quand je regarde l'histoire de cette perte de cette immigration-là, de cette immigration incontrôlée, massive et inintégrable, j'y vois des responsables et des politiques. Ces responsables, ce sont les élites bourgeoises, des élites bourgeoises, et la politique menée, c'est un changement radical de modèle économique dans les années 80. Et que, en fait, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais tant que vous proposerez aux gens un programme économique qui est dans la continuation de ce tournant des années 80, ça ne marchera pas. Parce que vous pourrez, même avec tout le volontarisme politique du monde, vous ne pourrez jamais voter de loi qui oblige les gens à baiser. C'est-à-dire à faire des gosses. Et que si les gens ne font pas de gosses, c'est parce qu'ils ont conscience de la réalité économique actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé quand M. Salvini, parce que la trahison ne date même pas de M. Mélanie. Moi, j'étais au Parlement européen, j'ai travaillé avec Salvini. Quand Salvini arrive, on lui fait savoir que les crédits d'urgence des banques italiennes seront coupés. Donc l'Italie, deuxième industrie de la zone, troisième économie de la zone, est à genoux en 48 heures. Ils le feront. Ils se sont attaqués à plus fort que nous d'un point de vue industriel. L'Italie est plus forte que nous. Pourquoi ils ne s'attaqueront pas à nous ? Berlin, Bruxelles le fera. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait les en empêcher, mais là encore, c'est un aveu de non-souveraineté terrible. Il n'y a qu'une seule chose qui peut valider votre scénario. Un seul. Qu'un homme plus fort que Bruxelles et Berlin leur dise « vous laissez les Français partir ». Il n'y a qu'un seul homme au monde capable de ça, c'est le président des États-Unis. Donc, c'est le seul point qui pourrait basculer. Moi qui suis un souverainiste, je n'ai pas envie de vivre dans une France souveraine et donc qui aurait retrouvé sa souveraineté avec une composition de son peuple qui aurait changé. C'est pas la question. À mon avis, personne n'a envie de vivre à quelque chose qui est à mi-chemin entre Kaboul et Bamako. Personne n'a envie de ça. À un moment, cette caricature-là doit cesser. Le problème, si tu veux, c'est qu'à un moment, il faut sortir de la droite Gandalf qui fait disparaître Mokhtar par magie. À un moment, il faut arrêter. Parce que, à force de dire « ils partiront quand nous arriverons », ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas pour une raison, c'est que vous n'avez pas les moyens de les faire partir. C'est aussi simple que ça. L'expulsion collective, tant que l'Union européenne est là, l'expulsion collective en droit européen, ça commence à 2. Donc, vous allez les virer un par un en priant que les juges vous arrêtent pas. Vous allez les virer un par un, ils sont 10 millions. Eh ben, je vous souhaite de vivre longtemps, c'est tout. Personne ne dit que l'immigration n'est pas une menace. Personne. Oui, quand même. La parenthèse, ça vous a attristé, la mort de Buisson ou pas, Florent Philippot ? Alors moi, je ne le connaissais pas du tout personnellement. C'était incontestablement quelqu'un d'intelligent, c'est évident, et lettré, mais j'étais en désaccord radical avec sa pensée. Et je pense qu'il a, en étant auprès de Sarkozy pendant 5 ans, fait reculer la cause, comme peu l'ont fait. Moi, je préfère des ennemis identifiés que des gens qui font semblant d'être patriotes, etc., et qui, en réalité, dans leurs actes, cautionnent le traité de Lisbonne, cautionnent le retour dans le système intégré de l'OTAN, cautionnent les 300 tonnes d'or vendues, cautionnent l'augmentation, finalement, de l'immigration, et pas en le maquillant d'un discours d'enfumage. Il faut lire la clause du peuple, Florent Philippot. Non, mais il faut lire la clause du peuple. On en a soupé. Non, mais attendez. Moi, je vous ai aussi entendu sur Buisson, mais je vous ai entendu juste avant de venir chez M. Morillo. Ce qui compte, c'est les actes. Non, mais faut arrêter un petit peu. On en a soupé des mots, des campagnes, des... Non, mais on peut en parler de la clause du peuple. Mais honnêtement, attaquer Pas tous ensemble. Allez, parole à la je crois que je suis tout aussi dur avec Guénaud, qui est pourtant plus proche de moi. Plus que vous. Vous êtes un peu moins dur avec Guénaud. Je vous ai entendu à l'instant avant de venir. Vous êtes un peu moins dur à cause de son œuvre écrite, c'est tout. Vous êtes un peu moins dur. Mais je suis aussi dur sur son Attendez, je crois que le parcours... Tous ceux qui ont donné un vernis patriote à Sarkozy, je les juge très durement. Parce qu'ils ont trompé les gens. Patrick Buisson s'est trompé sur Sarkozy. Je crois que la clause du peuple est un livre entier pour le dire. Donc, à un moment donné, le parcours d'un homme comme Patrick Buisson, feu Patrick Buisson, je crois que si tous les militants de la Sphère nationale avaient le même parcours que lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Simplement. Et je crois que ce qu'il a fait au cours de sa vie politique, que ce soit sur le plan métapolitique, médiatique et intellectuel, je pense que si chaque militant faisait autant que lui, on n'en serait pas dans la situation actuelle. Il y a une partie des nôtres qui votent plus.
Et qui d'ailleurs, qui votent plus, c'est un phénomène qui va en augmentant. Donc je pense qu'il faut d'abord... Après, si le mot Frexit donne de l'urticaire, vous voulez la supériorité du droit français, la supériorité réelle, c'est l'équivalent d'un Frexit juridique, ça ne me dérange pas. Vous voulez faire paniquer l'Union européenne, dites que vous reprenez le contrôle de la Banque centrale. C'est l'équivalent d'un Frexit monétaire, ça ne me dérange pas plus. Il y a 40 manières de le dire si le mot vous donne des boutons. Or, le problème, c'est qu'à un moment, il y a des mythes qui doivent mourir, je pense, à droite. Premièrement, et je pense à un en particulier qui est le mythe, nous n'avons pas besoin de la liberté, la France dictera ses conditions à l'Europe. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, l'Europe, elle veut, ce que la plupart des États européens veulent, c'est d'être les 51e à 50e États américains tant que c'est une administration démocrate. Point. La parole de la France, ces États n'en veulent pas, la plupart des alliés de la France. Et allez voir mes camarades de Dassault Thales, ils vous le diront. La France, c'est 2,5% du marché européen de l'armement. Ouais. Les pays qui soutiennent la France sont tous hors Union européenne. Et le seul pays européen culturellement, c'est la Grande-Bretagne qui nous soutient dans le domaine de la défense. Tout le reste, ils veulent notre peau. À commencer par nos voisins d'outre-Rhin qui veulent utiliser le SCAF pour pouvoir foutre notre aviation en l'air et qui ne le se cachent même pas. Donc, à un moment, je pense qu'il y a ce mythe, j'aime beaucoup Bonaparte, mais ce mythe bonapartiste de toute façon, nous allons imposer, on n'imposera rien du tout, parce que la plupart des pays européens, de toute façon, ne veulent pas faire grand-chose avec la France. Hein, l'Italie nous l'a encore prouvé il y a moins de 10 jours. Il y a moins de 10 jours. Parce que quand vous agitez le mythe de l'armée européenne, et surtout, comme le dit Tajani, qui est un européiste, moi j'étais au Parlement européen en face de lui, hein, c'est un européiste... hystérique et hystérique radioactif, quand il dit un complexe militaro-industriel unique, quand vous êtes italien, ça veut dire je veux la peau des Français. Point. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut bien se dire une chose, la France, un État, ça n'a pas d'amis, nous n'en avons pas, il faut l'expliquer aux populations, et c'est pour ça que je suis très mal à l'aise qu'on reprenne des exemples que la technique a contredit, ce qui est le cas de la Hongrie, ce qui est le cas du Danemark, c'est le cas de la Pologne, qui, heureusement, une partie de ceux qui soutenaient l'exemple polonais vont moins le soutenir maintenant, mais à un moment, il faut bien dire, malheureusement, la France est seule, elle pourra faire quelque chose une fois que ça aura été liquidé, mais tant qu'on est dans la cage, soit on repeint les barreaux, soit on sort. Le dénominateur commun, c'est pour une coalition. Au moins, à minima, soumettre les Français à un référendum sur cette question-là. Pour ça, tu disais tout à l'heure quels sont les 3 trucs à faire. Pour moi, il y a 3 trucs à faire en France. C'est un référendum sur cette question-là et sur toutes les, on va dire, les 50 questions sur lesquelles le peuple français voit son avis, bafoué depuis des années, qu'on a tous identifiées. Dire qu'il peut y avoir des questions sociales, qu'il peut y avoir des questions culturelles, etc. Il y a beaucoup de questions, on est d'accord, les gens ils sont à chaque fois 80% à vouloir un truc, on leur dit non. Rappelons-le, c'est quoi les 3 thèmes pour toi? C'est faire un grand référendum sur toutes ces questions-là sur lesquelles on prend en otage le peuple français depuis 40 ans et qui n'a pas le droit de s'exprimer. Donc ces questions-là, d'après toi, toutes les questions, l'immigration en est une, l'appartenance à l'UE en est une, la possibilité pour des entreprises qui réalisent des bénéfices de délocaliser ou de virer des gens aussi facilement. Il y a plein de questions, on est tous d'accord. Conditionnées à la première. Ouais, on est d'accord, mais elles sont toutes. C'est pour ça que pas juridiquement la possibilité de faire un référendum sur l'immigration. Faut arriver à la De Gaulle. Si c'est non à cette question-là, tu te casses. Deuxième truc à faire, c'est une grande politique effectivement sanitaire, j'ai envie de dire, autour de la classe politique et médiatique. Et mon petit côté coco va faire en sorte que je n'aurai pas la grandeur d'âme du général de Gaulle après-guerre. Je pense qu'il faut juger quelques personnes, et davantage même. C'était son pire défaut. C'était son pire défaut. Je pense que 4 murs, c'est 3 de trop. Et donc, et troisièmement, il faut une lutte contre la fraude fiscale qui nous pique 100 milliards par an, tout truc confondu dans la gueule, et que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais le truc, il est là, le dénominateur commun, il est sur le fait de se mettre tous d'accord sur ce que tu disais, à minima demander aux gens de s'exprimer sur un référendum qui soulève, formulé comme on le veut, la question de l'appartenance, et cesser avec ce mythe à la con, excuse-moi de le dire comme ça, on va faire la politique de la chaise vide, on va obéir à rien, on va rien écouter. Ça, j'appelle ça la politique de mon ex-femme. C'est-à-dire, on s'engueule tout le temps, on est d'accord sur rien, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'écoute rien de ce que dit l'autre, mais on reste ensemble. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Donc, avant, tu te casses, en fait.
Non, mais c'est vrai. Non mais un moment. Non mais. On va revenir au débat tout à l'heure. Encore une fois, ils ne peuvent se passer la France de l'Union européenne. Et c'est là où on n'est pas d'accord. C'est ça le débat de fond. C'est que votre prédiction, c'est qu'on ne pourra pas le faire, qu'on n'aura pas la volonté de le faire. Attaqués à plus fort que nous. Moi, je ils vous le feront de la même manière. Je vous dis qu'on aura la volonté de le faire et qu'ils ne pourront pas nous virer. de la même manière. Non, ils feront vous quoi? oubliez une étape. Ce référendum n'aura même pas lieu. Sur quelle base constitutionnelle vous allez faire ce référendum? Il n'est pas prévu par les articles de la Constitution, et dans la Constitution depuis Maastricht a été ajouté un article 88 et quelques qui dit que la France appartient à l'Union européenne. Lisez Fabius qui a sorti un papier là en début de semaine dans Le Monde qui dit: moi, président du Conseil constitutionnel, je ferai respecter tout le droit européen. Je reviendrai sur la position du RN parce qu'aujourd'hui, il y a eu de nombreuses critiques sur le RN, mais aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que le RN, c'est lui qui est en charge du trésor électoral du bloc national et bloc populaire. Alors qu'on le veuille ou non, oui, alors qu'on le veuille ou non, et en plus, si on regarde, il y a des sondages qui sont près de 30%, quoi. Voilà, exactement. Et s'il y a des sondages qui sont sortis aujourd'hui sur la smicardisation, on a toute une partie de la classe moyenne française qui est amenée dans une spirale du déclassement. C'est les travaux du sociologue Louis Chauvet, qui est vraiment exactement, qui sont des travaux fondamentaux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les futures divisions et les garnisons pour un renouveau national et un renouveau nationaliste français sont du RN. Donc après, comment faire? Comment essayer de réinstiguer la question de la souveraineté et du Frexit au sein du RN? On sent qu'il y a des passerelles, il y a des choses qui bougent un petit peu. Deux enjeux pour cette élection européenne, de mon point de vue. Un premier qui est à la fois d'enjeux de politique européenne, mais de climat national français. Je me répète un peu, mais j'y tiens beaucoup. Notre modèle social est ruiné par les politiques économiques de Bruxelles et par nos gouvernants qui les laissent faire. Parce que Bruxelles n'est pas responsable de tout. Il y a une couardise et une mollesse des gouvernements français qui est quand même coupable. Notre modèle social français, ce à quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire ce que nos anciens, sécurité sociale, allocation familiale, santé, etc., retraite. Ça, c'est en danger. Il faut que les Français le sachent. Nos libertés publiques et individuelles sont en danger. La Commission de Bruxelles les attaque frontalement avec la complicité, encore une fois, du gouvernement et des instances judiciaires françaises. Il faut que les Français le sachent. Premier enjeu, ce sont deux conditions de possibilité d'une société. Si vous n'êtes pas libre, demandez tous les référendums que vous voulez. Si on a restreint votre liberté d'expression, pardon, ça sert à rien. Donc il faut descendre ça. Et si vous n'avez pas les moyens de votre liberté quand vous êtes un foyer en état, rien ne sert à rien non plus. Donc ça, ce sont des enjeux de principe. Deuxième élément, je serai très bref. Il faut absolument que le macronisme prenne une branlée à cette élection. C'est la raison pour laquelle j'ai milité déjà en 2019, Florian l'a un peu rappelé tout à l'heure, et encore maintenant, ça n'arrivera pas malheureusement, mais vous comprenez bien que selon que Renaissance termine deuxième du scrutin à moins 15 derrière le premier ou à moins 6, c'est pour ça que les divisions n'y participent la pas. fin du quinquennat n'est pas la même. Donc je pense qu'il y a un enjeu politique interne aussi sur ces européennes.